Est-ce que les Africains au Canada savent toujours comment ils sont perçus? Comment est-ce que les Africains au Canada et en Amérique du Nord se perçoivent-ils? Est-ce qu'ils sont conscients de comment les autres peuples les perçoivent? Ce serait l'objet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'on se pose d'abord cette question et nous allons partager notre réalité. Et si vous vivez la même chose, dites-le nous. Nous allons nous appuyer sur nos expériences personnelles et sur le vécu. Est-ce que ce que les gens disent, c'est tout ce qui se passe dans la réalité? Et nous allons nous rendre compte que pour beaucoup d'Africains, la situation n'est pas évidente. La situation n'est pas évidente. Les Africains ignorent comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes et ignorent comment les autres les perçoivent. Nous allons vous démontrer cela dans la prochaine vidéo, notamment sur des éléments précis. Vous savez ce qu'il y a à faire. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette plateforme, vous avez à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo. Voilà les 3 éléments que nous attendons de vous, cette vidéo. Et ça vous permettra de revoir les précédentes vidéos. Et la prochaine vidéo, vous n'allez pas également la perdre parce que nous allons faire également d'autres vidéos sur la situation des Africains au Canada et particulièrement des francophones. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite. Installez-vous confortablement et faites les 3 choses que nous vous avons demandé. Et on se dit qu'à tout à l'heure. Bienvenue sur la chaîne Azania African et aujourd'hui nous allons parler de la perception. C'est une double perception des Africains. Comment les Africains se perçoivent eux-mêmes et comment est-ce que les autres les perçoivent. Est-ce qu'ils sont conscients de comment les autres peuples les perçoivent? Est-ce qu'ils sont conscients de comment les autres peuples les perçoivent? C'est ce volet de la question qui est plus important parce que le premier volet de la question, comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes, ce n'est pas toujours, ce n'est pas peut-être trop à discuter. Certains savent effectivement comment est-ce qu'ils se perçoivent, ils savent se définir parce qu'ils ont suivi un processus d'immigration au cours desquels on leur a appris comment ils doivent se percevoir, comment ils doivent se tenir. S'ils sont venus en tant que réfugiés, s'ils sont venus en tant que travailleurs qualifiés ou s'ils sont venus en tant qu'étudiants internationaux. Voilà principalement les 3 situations dans lesquelles, ou les 4 situations avec le mouvement familial dans lesquelles un Africain arrive au Canada. Il n'y a pas plus de différence que ça. Je ne suis pas un expert en immigration, mais voilà les situations qu'on rencontre. Parce que moi, en faisant le processus d'immigration, voilà les cas qui sont présentés à moi. Maintenant, quand vous choisissez un cas, cela voudrait dire, comme moi, j'ai choisi le cas de travailleur qualifié et j'ai suivi donc toute la procédure de l'immigration. Et on m'a dit, en tant que travailleur qualifié, voilà donc ce qu'il faut faire. Voilà. Et ça a permis que je me construise une image de moi-même avant d'arriver au Canada. Ça a permis que je me construise une image. Et c'est comme ça, beaucoup d'Africains se construisent une image une perception d'eux avant d'arriver. Et à partir de là, quand ils arrivent, ils connaissent un succès. Quand ils arrivent, la réalité commence un peu à se déteindre. La réalité commence à se déteindre. Parce que sur la base des qualifications, des perceptions qu'on avait d'eux n'est pas ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Puisque c'est le gouvernement qui fait l'immigration pour un autre but. Pour encourager qu'on vienne peupler son territoire,
qu'on vient payer le système d'impôt, qu'on vient agrandir, il y a tellement pour fournir des richesses, qu'on vient travailler et produire de la richesse. Bon, maintenant, sur le terrain, les employeurs qui ne sont pas forcément, il y a beaucoup d'employeurs privés qui ne sont pas forcément l'État, ont une façon de percevoir des immigrants. Et vous savez que les universités ici sont des universités pour la plupart privées et qui ont une autre façon de percevoir, de former leurs travailleurs et de moduler la société d'une autre façon. Et cette façon-là qui est généralement répandue dans la société canadienne, si bien que l'Africain qui arrive ici avec une idée de lui-même, comment il se perçoit, il est qualifié, il a l'expérience, il a des enfants, il a une famille, ainsi de suite, et qui peut s'établir et construire. Au fur et à mesure qu'il se heurte à la perception des employeurs sur place et surtout des autres peuples, cette perception commence à être biaisée. Et il ne se rend pas toujours compte. Il continue tout à s'appuyer. Généralement, on continue tout à s'appuyer sur ce qu'on a perçu parce que c'était des acquis. C'était un mérite, c'était des acquis, c'était des mérites. Ben, il faudrait qu'on apprenne, que nous apprenions, nous les Africains, à changer cette perception. Parce que le fait que les autres ont un regard biaisé sur les Africains qui arrivent voudrait dire qu'ils ont une façon de vous percevoir. Est-ce que nous sommes toujours conscients de la façon dont ils nous perçoivent? Non, pour la plupart, ce n'est pas le cas. Nous avons pris dans une précédente vidéo pour les cas des francophones, de ceux qui prétendent parler français. Parce qu'il faut bien dire ceux qui prétendent parler français. Je me mets maintenant dans le cas des Canadiens. Je suis maintenant moi-même Canadien et je dis ceux qui prétendent parler français. Parce que quand vous arrivez ici, est-ce que vous avez fait... Je suis arrivé, je n'ai pas fait le test de langue au moment où j'arrivais, mais dans toutes les procédures, dans tous les emplois, est-ce que vous avez parlé français? Oui, il faut faire un test de langue. Est-ce que vous parlez anglais? Oui, il faut faire un test de langue. Donc, les deux langues que je croyais maîtriser, j'étais obligé de recommencer à la base pour faire le test et pouvoir voir comment ajuster pour certains cas. Bon, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore ajusté ni le français ni l'anglais. Je n'ai pas encore suivi des cours dans ce domaine, puisqu'à chaque test, on me disait toujours, voilà, c'est déjà suffisant pour aller travailler. Tu as déjà atteint le niveau 4 ou le niveau 5 pour pouvoir travailler. Donc, voilà ce que je voudrais dire à partir de là. Donc, les employeurs perçoivent les Africains comme sous-qualifiés, comme ayant un niveau largement insuffisant en anglais ou en français, et particulièrement en français. Dans la précédente vidéo parlant du corps enseignant, j'avais dit, on vous dit depuis des décennies qu'au Canada, on manque des enseignants de français, des enseignants francophones. Et dans toutes les provinces, on recherche les enseignants francophones. Et chaque fois que nous, les Africains, nous rencontrons cette situation, on est ébahis. Alors que nous sommes là, on vous dit que la procédure, vous ne remplissez la crise. Même quand vous rentrez dans les écoles de formation ici, les collèges et les universités, vous ressortez avec un baccalauréat en éducation, une formation en éducation spécialisée. On vous dit toujours qu'il faut une expérience maintenant. Et que ceux qu'on recrute sont ceux qui ont une expérience. Et cela a tendance à fruiter cet instinct au lieu de chercher à comprendre comment est-ce qu'ils nous perçoivent. Donc je disais tout à l'heure, dans une précédente vidéo, j'avais dit il y a une façon de définir la francophonie au Canada. Et ça, c'est une francophonie qui tente à préserver leurs acquis pour ne pas se laisser diluer par les francophones ou les immigrants qui arrivent, comme ils appellent. On définit le francophone au Canada comme celui qui a pour langue maternelle la langue française. Et dans ce cas, on ne trouve parmi les francophones d'abord que les Québécois, ceux qui sont originaires du Québec, ou les Acadiens dans le Nouveau-Brunswick qui sont un peu en nombre réduit. Et à côté d'eux, on a les Français, qui sont considérés aussi comme les francophones. Or, ce n'est pas la définition que nous, en Afrique, nous avions d'un francophone. En Afrique, nous connaissons, dans la majorité des pays francophones, nous définissons le francophone comme celui qui parle le français en dehors de la France métropolitaine. Donc, si vous êtes né au Vietnam et que vous parlez français, vous êtes un francophone. Si vous êtes originaire de Madagascar et que vous parlez français, vous êtes un francophone. Et si vous êtes, même au niveau du Québec, si vous vivez au Canada et que vous parlez français, vous êtes un francophone. Donc, il y a une dichotomie entre un Français qui est de la France métropolitaine et qui parle français, il est français. Et maintenant, tous ceux qui sont en dehors du territoire de la métropole sont des francophones. Mais cette définition de la francophonie qui est répandue en France et en Afrique n'est pas valable au Canada parce que le Canada, la francophonie canadienne, s'est appropriée la francophonie et l'a définie à sa façon.
Et il faut connaître bien cette façon-là. Donc, nous disons, les francophones au Canada, la francophonie canadienne définit le francophone comme celui pour langue maternelle, la langue française. Et au Canada, il n'y a que les Québécois et les Acadiens qui ont pour langue maternelle le français. Tous les autres qui parlent français, et particulièrement les immigrants qui arrivent au Canada, sont des francophiles. Mais si vous venez de la France, ils vont considérer que vous êtes francophone. Si vous venez de la Roumanie, ils vont considérer que vous êtes francophone. Et lorsque j'ai fait cette vidéo, c'était pour éviter, c'était pour être correct, que j'ai dit qu'on définit le francophone en fonction du niveau de développement d'un pays. Si vous êtes d'un pays développé, vous êtes francophone. Si vous êtes d'un pays sous-développé, vous êtes un francophile. C'est-à-dire celui qui aime la langue française. Parce que ceux qui viennent des pays sous-développés ont d'abord une langue maternelle qui est différente du français. Par conséquent, ils sont des francophiles. Mais la façon de percevoir, c'est pour ça que je parle dit cela au milieu de ma vidéo, la façon de le dire, c'était pour essayer d'être correct, comme je le disais tantôt. Mais la vraie façon, c'est que pour définir un francophone, c'est à partir de la couleur de la peau. Il faut bien qu'on se le dise. C'est à partir de la couleur de la peau. Si vous avez une peau blanche ou claire, vous êtes francophone. Mais si vous avez une peau sombre ou noire, vous êtes francophile. C'est inévitable. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, ça s'appuie là-dessus. Donc, c'est au milieu de la vidéo que je dois le dire pour ne pas avoir des... pour que certains d'entre nous ne considèrent pas que nous avons des idées racistes. Non. On dit que non, c'est lié au niveau du développement pour faire le correct. Et ce n'est pas... Et en définissant la francophonie ainsi, on met hors jeu la majorité des francophones à travers la planète. On les met à côté. Sur 29 pays dans le monde qui parlent français, il y a 21 qui sont en Afrique. Et vous voyez qu'on met donc à côté la majorité de ces pays francophones. Ils sont donc hors jeu. Donc pour maîtriser leur espace ou leur boulot, ils essaient de mettre hors jeu la plupart des gens. Ceci n'est pas seulement valable pour les francophones, c'est également valable pour toutes les autres langues européennes. Quand on venait en Afrique pour civiliser les Africains à travers l'œuvre de la colonisation, on a estimé qu'il fallait apprendre la langue, il fallait l'assimiler ou il fallait, par une association indirecte, être à mesure de parler la langue des Européens pour pouvoir être un bon administrateur, pour pouvoir être un bon chrétien. Et nous allons revenir là-dessus. Est-ce que pour être chrétien, il faut être occidentalisé? C'est en mettant tout cela en avant, 2 siècles plus tard, plus d'un siècle plus tard, les Africains ont vraiment acquis la culture européenne, et notamment la langue. Et maintenant, dans la classification, on essaie de les nier. Donc, ce n'est pas seulement les francophones qui sont niés dans ce sens. J'ai eu l'occasion de prendre la parole au cours d'une cérémonie africaine des Burundais, et à laquelle le président de la communauté nigérienne était présent. Et je leur disais, si nous ne devenons pas un, nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes. Il est temps que nous écrivions notre propre histoire. Il faut que nous écrivions notre propre histoire. Pour ce qui concerne les anglophones, on ne le dira jamais assez, le deuxième pays au monde où on parle l'anglais, c'est en Afrique, et c'est le Nigeria. Le Nigeria est le deuxième pays au monde où on parle l'anglais. Mais vous ne comprenez pas ça là dans les médias. Vous ne comprenez pas cela dans les médias. Le premier pays qui parle l'anglais dans la planète en termes de nombre de locuteurs, c'est les États-Unis. C'est la langue officielle du travail. Même si les pupilles sont alignés par l'espagnol, mais ils ont 350 millions d'habitants estimés. Et le deuxième pays peuplé qui parle l'anglais, c'est le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants. Mais on ne vous dira jamais cela, on tend à ignorer. Quand vous dites que vous parlez l'anglais, on vous demande toujours où est-ce que vous avez appris à parler l'anglais. Vous dites que vous parlez français, ça laisse un peu à confusion. Est-ce que vous êtes sûr que vous parlez français? Et cela revient sur une anecdote que je vais vous raconter. J'ai rencontré une Guinéenne ici qui me disait que non, ces idées-là, ce n'est pas vrai. Et elle-même, elle m'a parlé du fait qu'elle avait appliqué pour enseigner le français dans une école privée, dans un centre de langue.
Et un jour, on l'a appelé, après plusieurs semaines, on l'a appelé et on l'a envoyé dans une famille chinoise qui voulait apprendre à parler français. Le premier jour, quand elle s'est pointée, les gens se sont dit non, vous vous êtes trompé, est-ce que vous êtes sûr que vous parlez français? Elle dit oui, je parle français. Et ils ont dû même appeler le centre auquel elle a appliqué pour se rassurer si c'était la vraie personne, si ce n'était pas un arnaqueur. Le centre leur a dit oui, effectivement, c'est la personne parle français et tout ça. C'était vraiment un choc pour cette famille. Et ils ont dû dire à la personne de partir et de revenir la prochaine fois parce que là, ils ne sont pas dispo. Vous comprenez qu'ils n'étaient pas préparés de voir qu'un Africain arrive pour leur enseigner le français. Ils ne digéraient pas ça. Même moi, personnellement, j'ai pris la relève dans un centre de formation linguistique en français où précédemment, avant, c'était un Français. Il m'a dit non, tout ça tu connais et puis voilà comment ça se passe. J'ai dit oui, effectivement, je vois un peu la procédure. Ce n'est pas au niveau du fond, mais c'est au niveau de la pédagogie à apprendre. Et dès que j'ai commencé le cours, après 3 cours, le nombre d'étudiants a commencé à se dégringoler. Et le chef du centre a voulu savoir pourquoi. Les étudiants lui ont dit. Les étudiants n'ont pas pu apporter de réponse. On dit, mais c'est dans la qualité de l'apprentissage, c'est dans son niveau, ou est-ce qu'il y a une pédagogie, est-ce que ça flouche? Il dit, d'abord que je reprenais exactement le même cheminement qu'avait laissé mon collègue qui m'a passé le témoin. Ben, les élèves, vous sentez là, mais intérieurement, je savais, les élèves sont inconfortables dans cette situation-là. Il y a quelques années, donc, les Africains étaient très peu ici. Donc, ne croyons pas que ce n'est que les francophones qui sont impactés par cette vision, par cette perception. Donc, il faudrait que nous prenions conscience que notre couleur de peau joue en notre défaveur. Et les gens utilisent cela pour souvent nous rabaisser. Ce n'est pas seulement chez les francophones, je dis également c'est chez les anglophones. Dès que vous dites vous parlez anglais, vous venez d'un pays du Kenya, ainsi de suite, les gens doutent. Si à plus fort du du Nigeria, les gens doutent, vous comprenez. Alors qu'ici, ils ne parlent même pas un anglais vraiment d'Oxford, un anglais venant. Nous avons reçu l'anglais et nous avons commencé à parler l'anglais avant que c'est ce qu'il dit à certaines personnes. En Afrique, on a commencé à parler l'anglais avant vous. Du fait que je vais dans une communauté religieuse, je rencontre beaucoup de latinos. Et parfois, quand j'ai des bribes de mots d'espagnol, ils sont toujours surpris où est-ce que tu as appris. Et je leur rappelle, malheureusement, le prêtre est un espagnol, je leur rappelle, l'Espagne est venue en Afrique longtemps avant chez vous. On vous a découvert au 15e siècle, en 1492. Avant cela, les Espagnols étaient déjà en Afrique. Avant cela, les Espagnols étaient déjà en Afrique. Et ils avaient occupé des colonies et ils ont abandonné ces colonies, ces territoires suite à des défaites. Et ils sont partis, ils sont maintenant consacrés à l'Amérique latine. Parce qu'il y avait plus de richesses là-bas pour eux. Donc voilà à peu près ce qu'on leur dit. Donc les gens sont surpris qu'on parle anglais. On dit non, il y a des pays en Afrique qui parlent espagnol. Ils sont surpris. Et j'ai rencontré un Équato-Guinéen ici, ensemble, on a rencontré un Colombien qui n'en revenait pas. Il a même cherché à parler un espagnol un peu biaisé. Et l'Équato-Guinéen tenait, il disait que ces gens-là, ils sont comme ça. Donc ce n'est pas seulement le français, l'anglais ou l'espagnol, c'est également pour le portugais. Vous rencontrez un Brésilien ici, dès que vous lui lancez un mot en portugais, il est surpris. Vous venez de quel pays là? Il sait à peu près qu'il y a peut-être un pays qui parle portugais en Afrique. Et il peut se dire c'est encore quel pays là, il ne connaît pas. Et dès que vous dites non, il y a l'Angola, il dit oui, oui, il y a l'Angola. Et c'est tout. Et je voulais dire qu'il y a 5 pays en Afrique au moins qui parlent le portugais. Il n'en revient pas. Alors que vous n'avez que le Brésil en Amérique latine. Il n'en revient pas. Et vous mettez à lui citer que non, il y a le Mozambique, il y a l'Angola, il y a le Sao Tomé et Principe, il y a la Guinée-Bissau, il y a le Cap-Vert. Voilà, c'est un pays qui parle le portugais. En Europe, on a un. En Amérique latine, en Amérique, on a un pays également. Donc, vous voyez, avec ce foisonnement de langues, avec avec ce nombre important, les gens ont toute tendance à nous nier. Donc, il faudrait que nous, les Africains, nous prenions conscience que euh, les Européens ne nous considèrent pas, ou les Canadiens d'origine blanche ne nous considèrent pas toujours, ne nous donnent pas une perception favorable du point de vue des langues. Heureusement que le Swahili est arrivé, qui se présente désormais. Quelle est votre langue? On demande aux Africains. Quelle est votre langue? Désormais, nous allons dire que notre langue, c'est le Swahili, puisque jusqu'à présent, 21 pays l'ont déjà adopté et que ça va prendre de l'ampleur. Donc, nous invitons des gens à dire désormais, être fiers que nous avons une langue africaine, le Swahili qui sera la langue africaine. Et que s'ils veulent communiquer avec nous, qu'ils se mettent donc au pas du Swahili. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la langue. Et ce qui est à retenir, c'est que il faut être au courant de comment est-ce que les autres vous perçoivent pour que ça ne vous crée pas de chocs. Vous n'êtes pas un francophone,
vous n'êtes pas un anglophone, vous n'êtes pas un lusophone, vous n'êtes pas un hispanophone. Vous êtes des amoureux de cette langue-là, vous ne la maîtrisez pas. Voilà comment les gens pensent. Et que si vous voulez en parler, retournez à leur école. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-nous des commentaires ou des questions pour qu'on puisse élargir le thème. Je vous dis merci et on se retrouve la prochaine fois. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez. Partagez et partagez. Et à plus tard. À demain.